Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode dans le viseur, de récits d'opérations, de récits de vie militaire, je suis avec le chef d'escadron Olivier de l'école de Guerre-Terre. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes à l'école de Guerre-Terre, vous êtes, je peux dire, chasseur, cavalier. Chasseur à cheval, oui, comme on dirait si on était un siècle avant. Les chasseurs sont les héritiers d'une subdivision d'armes un peu particulière de la cavalerie légère, les chasseurs à cheval. Voilà. Ouais. Et oui, parce qu'on peut préciser les chasseurs, on en parlait il n'y a pas si longtemps avec Jean Lopez, mais c'est une manière particulière, c'est des unités particulières qui sont censées opérer derrière les lignes ennemies, etc. C'est la philosophie des chasseurs, qui sont des unités qui se répandent un peu partout en Europe au XVIIIe siècle. Alors il y a beaucoup de chasseurs à pied, les Jäger en Allemagne, etc. Mais il y a aussi des chasseurs à cheval qui, avec cette idée d'être furtifs, d'être derrière les lignes ennemies, quoi. Tout à fait, de chasser derrière les lignes ennemies. Alors au début, ça a été simplement de chasser ce qu'on appelait les bagages de l'ennemi, c'est-à-dire sa logistique. Et c'est quelque chose qui effectivement s'est développé, comme vous l'avez dit, et qui était notamment une réponse à ce qu'on voyait chez les hussards se développer chez nos camarades plus à l'est de la France. Et c'est Jean-Christian Fischer qui a créé cette espèce de corps franc qui sont devenus les chasseurs, qui ont été à pied et à cheval, qui d'abord ont été incorporés dans les régiments de dragons, puis ont fini par être des régiments à part entière et non plus des escadrons dans les régiments de dragons. C'est fascinant. Bon, ça n'a rien à voir avec ce dont on va parler, mais c'est l'occasion, puis c'est agréable. Donc les dragons, l'idée des dragons, c'est quand même des forces démontées, c'est de l'infanterie, mais qui se déplace à cheval d'un bout à l'autre du champ de bataille pour avoir plus de mobilité. Les chasseurs, c'est donc ceux qui s'infiltrent derrière. Les hussards, comment ils s'inscrivent dans tout ça ? Alors les hussards sont aussi de la cavalerie légère, c'est-à-dire que c'est une cavalerie montée qui fait des coups de main, qui fait des reconnaissances, qui fait de la flanc-garde, qui protège un peu le gros de la troupe. Et alors effectivement, vous avez raison. Comment ils se distinguent de vous, des autres chasseurs ? Alors parfois en plaisantant, puisqu'on se dispute un petit peu très gentiment dans la cavalerie entre les hussards et les chasseurs, on dit qu'on est les hussards français, en fait, en quelque sorte, même si on a évidemment beaucoup de très beaux régiments de hussards en France. Mais il faut savoir que à l'apogée, et c'est vrai qu'on s'éloigne un peu de notre sujet, mais c'est quand même passionnant, à l'apogée de la cavalerie française, c'est-à-dire sous l'Empire, il y avait 3 types de cavalerie, légère, de ligne et lourde. Et dans la légère, il y avait les chasseurs et les hussards. Voilà, dans la ligne, les dragons et un peu les chevaux légers. Et dans la lourde, les cuirassiers et les carabiniers. Voilà. Donc du coup, les chasseurs avaient pour habitude aussi de combattre à pied et à cheval, mais beaucoup plus dans des actions de reconnaissance, d'éclairage, parfois de poursuite, de flanc-garde, de sécurisation de l'ensemble, pour permettre, et finalement, il y a un vrai invariant tactique avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire pour permettre l'engagement à bon escient de ce qui fera la différence dans le reste de l'armée. Voilà. Alors, vous êtes donc chasseur, et c'est une histoire que vous allez nous raconter d'une OPEX qui date d'il y a quelques années. Tout à fait, oui. Alors, dites-nous où et dites-nous quand. Alors, c'était au Mali, comme beaucoup de mes camarades de notre génération d'officiers. C'était entre 2020 et 2021, dans un contexte un petit peu singulier. Vous allez voir, je pose tout le temps des questions de travers, mais c'est intéressant. Non, mais votre génération, je peux dire, je ne sais pas quel âge vous avez une quarantaine d'années à peu 37 près. 37 ans, oui. Voilà, je vous ai un peu vieilli, mais c'est pas grave. C'est les galons qui font ça m'impressionne. Non, mais du coup, votre génération, c'est la génération Barkhane, vous n'avez pas fait l'Afghanistan, vous n'avez pas fait ça, sur votre classe d'âge, disons, l'OPEX, c'est vraiment Barkhane. Tout à fait, oui. Moi, je suis arrivé dans mon régiment en 2015. Donc, on avait encore des vétérans d'Afghanistan, de jeunes vétérans d'Afghanistan. Et on a eu deux missions majeures, Sentinelle, bien entendu, qui nous a beaucoup impacté. Alors, à titre personnel, en plus, il s'avère que ma première affectation dans le premier escadron dans lequel j'ai servi au premier régiment de chasseurs était le 13 novembre à Sentinelle à Paris. Donc, c'est quelque chose qui nous a marqué. Donc, la génération Sentinelle, la génération Barkhane aussi, effectivement, au Mali, au Tchad, dans la zone des 3 frontières. Enfin, ça a été notre génération. Et effectivement, c'est quelque chose, on a un petit peu de mal à s'en rendre compte quand on quitte les régiments pour aller à l'école de guerre ou être affecté en administration centrale. Mais on se rend compte que c'est quelque chose qui, à nouveau, a changé. Et on a, dans la cavalerie en particulier, on a maintenant une génération qui est plus orientée vers l'Est, plutôt déployée en Roumanie, en Estonie, etc. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est un effet générationnel très bien, etc. Mais c'est aussi des expériences partagées, c'est aussi des endroits, des moments où vous vous croisez
qui font, appelons ça des réseaux, mais enfin en tout cas de l'interconnaissance, qui un jour ou l'autre finit par servir parce que 15 ans plus tard, vous croisez quelqu'un que vous avez déjà croisé à Gao ou je sais pas où. Ah bon, c'est important, c'est théâtre, disons, partagé pour une génération, même fonctionnellement pendant des décennies après, quoi. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Alors c'est quelque chose qu'on reconnaît, quelque chose qu'on ressent, quelque chose qui permet vraiment de partager effectivement des souvenirs aussi. Et on pourra en reparler à des niveaux tactiques un peu plus bas, mais c'est vrai que dans l'intégralité de l'armée, il y a aussi un esprit de corps qui se crée autour de ces expériences communes. Et maintenant que je suis à l'école de guerre terre, on a beaucoup de conférenciers qui sont souvent des militaires très haut gradés, des colonels, des généraux. Souvent, c'est marrant parce qu'ils commencent par nous présenter la génération de laquelle ils sont issus. Est-ce que c'est la génération des Balkans? Est-ce que c'est la génération du Golfe? Est-ce que c'est la génération qui a tout vécu, c'est-à-dire qui a commencé en se préparant face à l'Est, où généralement c'est engagé au moment de la chute du mur, donc comment dirais-je, ce prisme-là de la défense se change, mais il y a quand même une très grosse guerre, la guerre du Golfe, qu'on a peut-être un peu oublié, mais quand on entend ceux qui ont participé en parler, c'est quelque chose. La génération de la contre-insurrection, la génération du maintien de la paix, et puis effectivement qui se termine sur la génération de l'Afghanistan à laquelle on a succédé. C'est hyper intéressant parce que par ailleurs, les chasseurs, vous êtes, vous êtes des unités de ligne, c'est-à-dire vous faites partie du corps de bataille, vous faites pas partie des troupes à identité expéditionnaire comme les troupes de marine, comme la Légion étrangère, etc. Donc c'est un truc intéressant de voir que vous êtes aussi forgés sur ces OPEX-là qui ont brassé bien au-delà des troupes à vocation originellement expéditionnaire de l'armée de terre, quoi. Tout à fait, oui. En fait, ce sont des théâtres. Alors c'est vrai qu'il y a des unités qu'on identifie plus avec le terme que vous employez est le bon, cette identité expéditionnaire, mais en fait ce sont des opérations qui ont brassé toute l'armée de terre. Et même d'ailleurs le premier régiment de chasseurs où j'ai eu l'honneur de servir est symptomatique à ce sujet, parce que notamment il est parti en Afghanistan sur AMX-10 RC alors que c'était un régiment de Leclerc. Donc il a fait une phase de transformation à un moment donné, et il a pris des AMX-10 RC et il s'est battu là-bas. Les AMX-10 RC, rappelons, donc c'est les roues au canon. Oui, tout à fait. Ce sont des engins de cavalerie plus légers. On va pas rentrer dans le débat de savoir si c'est des chars ou pas, parce qu'on s'est crêpé de chignon en France pendant très longtemps quand on les a envoyés aux Ukrainiens pour savoir est-ce que c'est des vrais chars ou pas. En tout cas, c'est des engins qui sont faits pour être relativement mobiles, notamment sur route, parce qu'ils sont sur roues, pour faire de la reconnaissance, un peu tueurs de chars, mais qui ne sont pas forcément des troupes de choc pour percer la ligne adverse sur un grand conflit gelé, quoi. C'est pas l'engin de l'engagement et de la rupture par excellence. En revanche, c'est un excellent engin de reconnaissance, et notamment ce que lui donnent ses roues. Ce que ne lui donne pas ses roues, c'est une capacité à porter beaucoup de poids, ce que donnent les chenilles. Donc une tourelle très lourde, un canon très fort, une conduite de tir excellente. Ça, c'est ce que fait le Leclerc. En revanche, ce que lui donne ses roues, c'est ce qu'on appellerait une forme de mobilité opérative. Il peut faire beaucoup de kilomètres. On peut le déplacer d'un coin d'un front à un autre. Ça, c'est très important. Le Leclerc, lui, c'est un petit peu différent. C'est un engin qui a des chenilles, donc qui peut transporter beaucoup plus d'armement, être beaucoup mieux protégé, donc créer le choc et la rupture, et qui a, lui, une mobilité tactique excellente. C'est-à-dire qu'il s'affranchit de tout. En revanche, quand vous devez le transporter d'un point A à un point B du front, si la distance est longue, on le met sur un porte-char, parce qu'à part pour labourer une autoroute, il est pas fait pour ça, quoi. Voilà. Et là-dedans, et là c'est ce dans quoi j'ai servi, j'en profite pour le présenter, mais il y a aussi ce qu'on appelle dans la cavalerie des escadrons de reconnaissance, qui sont eux sur VBL et qui qui sont une forme de cavalerie ultra légère. Donc VBL, donc c'est le véhicule blindé léger. Oui, pardon. C'est vrai qu'on a l'habitude des sigles. Le véhicule blindé léger, qui est une petite voiture blindée, en fait, avec un blindage assez léger à 4 roues motrices. Sinon, c'est un bon pick-up, semi-pick-up, semi-buggy. C'est un bon plus pick-up que buggy, assez petit, assez ramassé. Il est ajouré derrière, c'est pour ça que je dis qu'il y a un esprit. Alors non, il est ajouré sur certaines versions export, mais sur le nôtre, non, il est blindé partout. Et on lui met un peu ce qu'on veut dessus, donc une mitrailleuse moyenne, une mitrailleuse plus lourde, des missiles. Et c'est l'engin d'éclairage par excellence, parce qu'il est très très discret, et il passe à peu près partout. Voilà. Et ça, c'est dans les régiments de cavalerie, qui soient des régiments de cavalerie sur engins à roues ou engins chenillés comme le Leclerc, il y a 1 à 2 escadrons, c'est-à-dire, alors l'escadron, c'est dans la cavalerie l'équivalent de la compagnie, qui sont équipés de ces VBL-là. Alors, les escadrons qui ont des engins à roues, des engins à chenilles, des chars ou des engins type Jaguar ou AMX-CRC ont aussi des véhicules blindés légers, mais pour accompagner les engins avec canon,
pour leur préparer leur position, pour les aider, pour assurer leur protection rapprochée, parce qu'un char voit très loin, mais de très près, il est plutôt myope. Mais il y a des escadrons dont j'ai fait partie, alors j'ai aussi un peu servi en escadron de char d'ailleurs, mais qui eux ne sont équipés que de ces véhicules-là et qui sont les yeux, les oreilles de l'ensemble du groupement, qu'il soit d'infanterie ou de cavalerie. On avait l'habitude à l'école de cavalerie de nous dire que les Leclerc étaient les chasseurs et les escadrons de reconnaissance en VBL les chiens de chasse. Donc là, pour lever le gibier, leur abattre et permettre à ceux qui ont vraiment la masse, la force de frappe, qui peuvent s'engager au contact, de tuer, de frapper. Donc, vous êtes sur ces VBL, donc ces grosses bagnoles bien blindées, quoi. Voilà. Assez blindé, oui. Ouais, pas assez blindé. assez blindé, mais blindé. C'est pas un blindage très lourd. Vous n'avez pas envie de vous retrouver nez à nez avec un char, quoi. Non, mais c'est pas. Alors, il vaut mieux qu'on le voie sans qu'il nous voie. Voilà. Ouais. Le boulot de l'éclaireur, on dit souvent que la meilleure arme de l'éclaireur, c'est ses jumelles et sa radio. Il n'a pas de canon. Il n'est pas là pour ça. Et il a de l'armement anti-char, mais pour frapper très vite et par surprise. Voilà. Et surtout, il renseigne. Et donc, ces trucs-là qui sont dimensionnés pour un certain type de guerre, plutôt en en complémentarité avec la cavalerie, projetés sur Barkhane, où, disons, c'est pas les chars de bataille qui ont tenu le haut du pavé pendant le temps où les armées françaises y étaient, parce que ça servait à rien pour faire de la contre-insurrection, surtout comme ça. Donc, comment est-ce qu'on vous a utilisé là-bas ? Et qu'est-ce que vous y faisiez aussi à ce moment-là, précisément ? Alors, on nous a utilisés, pour le coup, vraiment comme une unité de cavalerie. Il faut savoir que les unités de l'armée de terre ont un panel de missions qu'elles savent réaliser et que généralement on classe par dominante. Il y a c'est assez simplement fait, c'est une dominante offensive et puis une dominante dite de contrôle de zone. Voilà. Une dominante offensive, une défensive, une contrôle de zone. Et une de contrôle de zone. Typiquement, ce que nous faisions en contre-insurrection à Barkhane faisait partie de la dominante contrôle de zone. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte que finalement, l'armée de terre a un panel de modes opératoires qui fait qu'elle sait à peu près s'adapter à tous les théâtres. Son entraînement de base fait que, et j'ai pu le constater, même si on pourrait y revenir si vous le souhaitez, une phase d'adaptation au théâtre à travers le DAO, le détachement, je crois, d'adaptation opérationnelle, j'ai un peu oublié ce que voulait dire le nom, qui est à Cangeverse, qui nous permet de faire une mise en condition finale avant de partir sur un théâtre spécifique. Donc, il nous apprend les singularités de ce théâtre. Mais il n'empêche que ça existe, ça nous perfectionne, mais sur l'intégralité de nos savoir-faire, on sait manier. Alors, il vaut mieux pousser les feux sur un entraînement ou sur un autre en fonction de quelle période stratégique on est, mais on sait à peu près tout manier, ou on doit savoir à peu près tout manier de la très haute intensité jusqu'au contrôle de zone. Et dans le contrôle de zone, il y a typiquement des missions de contre-insurrection en contrôlant des armes, en contrôlant des pick-up, en faisant des barrages, des checkpoints, ce genre de choses. Donc il ne s'agit pas de prendre le château fort, il ne s'agit pas de le défendre, il s'agit de contrôler un peu ce qui se passe dans la plaine autour, quoi. Tout à fait, dans la plaine, dans la ville en ce qui me concernait, et du coup, dans cette mesure-là, même si, et ça fait un peu partie de ce que vous disiez au début, c'est-à-dire qu'au même type qu'il y a une génération Barkhane, il y a un peu une identité tactique Barkhane avec, malgré tout, ce qu'on a fait faisait quand même partie de nos missions qu'on connaissait, quoi. Nos missions qui existent, on n'a pas dû se réinventer pour y aller. Oui, c'est ça, vous vous n'êtes pas retrouvé à devenir policier et à faire des trucs qui ne sont pas du tout dans l'identité, c'est de toute façon quelque chose qui faisait partie du manuel tactique que vous étiez censé maîtriser. Tout à fait. Et donc, vous vous êtes retrouvé à Barkhane, déjà première question, vous y êtes allé une fois, plusieurs fois ? Alors c'était la deuxième fois que j'y allais. J'y étais allé auparavant en 2016, pareil à cheval entre 2016 et 2017. Notre régiment avait la joie généralement de passer ses Noëls en opération extérieure, c'était la période du régiment. Et du coup c'était la deuxième fois que j'y allais, mais j'étais dans un autre endroit parce que j'avais fait 2 mois au Tchad, où là c'était plutôt de la protection du camp français que mon peloton a fait. J'étais lieutenant à ce moment-là. 2 mois au Mali, mais là à Gao, qui était une zone très différente, beaucoup plus plate, plus dans le sud. Et puis donc cette fois-ci, là où c'est celle dont on parle en 2020-2021, à Kidal, donc beaucoup plus au nord, au pied de la Drare des Iphoras.
Donc ça, rappelons, c'est vraiment le nord du Mali. La Drare des Iphoras, ça a été raconté à ce micro à une autre époque, mais c'était la première grande bataille de Serval à l'époque, c'est-à-dire quand les forces françaises ont débarqué, qu'ils ont repoussé les djihadistes dans le nord, c'était le massif montagneux où les djihadistes ont un peu planté les talons dans le sol et où ils ont commencé à livrer bataille. Et ça a fait une bataille qui est donc devenue célèbre de ce point de vue-là. Tout ça pour dire que c'est pas une zone facile à contrôler et c'est plus ou moins vu comme un sanctuaire djihadiste. Alors c'était quoi votre rôle dans cette région-là ? Alors j'arrivais à une période un peu particulière. Effectivement, Kidal est au pied de la Drare, il est un peu au sud. La Drare, on voit depuis Kidal d'ailleurs. La Drare, je l'ai pas dit, mais c'est un massif montagneux. Oui, tout à fait. C'est un massif montagneux de roches volcaniques noires qui sont assez impressionnantes, surtout que généralement. Pour la petite histoire, contrairement à Gao où le sable est très rouge, dans le nord le sable est beaucoup plus clair, donc il y a ces roches noires qui se détachent sur du sable, ce qui est assez impressionnant, assez beau, il faut le dire. Et Kidal est au pied de cette Drare qui continue vers le nord jusqu'à l'Algérie. Et donc ma mission, et c'est là où c'était particulier, c'est que comme vous l'avez dit, au début de l'opération Serval et aussi un peu au début de l'opération Barkhane, on était véritablement dans le fief de ce qui était, quand j'y étais, le RVIM, le Rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans, qui était une marque déposée un petit peu, si on peut dire ça, d'Al-Qaïda. Et plus au sud, plus dans le secteur de Gao, dans la zone des trois frontières, avec le Niger, le Burkina, etc. Là, il y avait le IGS, donc l'État islamique au Grand Sahara, plutôt une filiale de Daesh, et qui à ce moment-là, concentrait l'effort de l'armée française. Et du coup, ma mission à moi était un peu particulière, parce que c'était une mission de couverture. Alors, la mission de couverture, dont j'ai repris la définition, si je la connais par cœur, bien sûr, moi, je vais quand même lire mon carnet, mais qui est prendre l'ensemble des mesures actives ou passives pour s'opposer à une action éventuelle de l'ennemi pouvant menacer le déroulement de l'action principale amie. Et ça, c'est précisément la mission qu'on m'avait confiée, c'est-à-dire que mon chef de corps, qui connaissait bien la zone parce qu'il y avait servi à des niveaux d'état-major, m'avait dit que l'objectif était que le groupement, donc le régiment et ses renforts, puissent se battre contre le IGS, principal ennemi identifié dans la zone des trois frontières, et que pendant ce temps-là, il ne fallait pas que l'action soit menacée, quoi. Donc je tenais une espèce de verrou, effectivement le fief du RVIM plus au nord, et puis, comme le disait le chef opération qui avait le mot pour ça, je vous demande de mettre un couvercle sur cette casserole pour être sûr qu'elle ne m'explose pas dans le dos. Et c'était ma mission. C'était censé être combien de temps ? Enfin, parce que la lutte contre Daesh et aussi contre Al-Qaïda au Maghreb islamique, enfin bon, ça a mis longtemps, quoi. On vous a demandé de couvrir le truc pendant combien de temps ? Alors, ça, c'était... alors, moi, j'ai été prolongé. C'était une partie, je comptais y en parler après, mais moi, j'ai fait un peu plus de 5 mois et demi, quelque chose comme ça. Le régiment lui a fait un petit peu moins de 4 mois, et c'était censé être le temps de l'opération. Les groupements se relèvent, mais grosso modo, ils héritent tous d'une situation tactique, enfin géographique en tout cas, à peu près similaire. En revanche, tactiquement, ils la font évoluer en fonction des ordres de la France, tout simplement, qui peut porter son effort sur un ennemi plutôt qu'un autre, et en fonction de la manière dont eux-mêmes, dans leur subsidiarité, appréhendent la situation tactique quand ils y arrivent. Mais donc l'idée, c'est qu'il y avait une poussée de plusieurs mois au sud, dans les trois frontières, en contre-insurrection contre l'État islamique, et que vous, pendant ce temps-là, pendant ces mois-là, il fallait essayer de faire en sorte que ça dérape pas et que vous preniez pas une déferlante dans le dos par le nord. Exactement, c'était l'idée, et le tout en étant à la fois, donc du coup en n'ayant pas l'effort, alors ce qui pouvait comment dirais-je, décevoir un peu le capitaine que j'étais, mais qui était parfaitement cohérent. C'est-à-dire que le chef tactique, donc le colonel, fait l'effort, on lui demande de le faire, et pour ça, il rassemble les moyens où il a besoin de faire un effort. Donc là, l'effort qui avait un temps été à Kidal, c'est-à-dire j'ai notamment hérité d'un camp qui avait été dimensionné pour plus grand, qui donc était très réduit. Bon, du coup, j'avais de la place, c'était chouette. Mais je n'avais plus d'engins avec des canons, je n'avais pas d'hélicoptère sur place. J'avais vraiment un petit sous-groupement ramassé, très, très mobile, très léger. Ça fait combien de personnes ? J'avais à peu près 150 personnes sous mes ordres. Ce qui est à peu près équilibré. Mais ce qui, avec toutes les fonctions support, etc., ça fait que vous ne pouvez pas déployer plus de quelques dizaines... Alors non, moi j'avais vraiment la fonction combattante. Sur place, il y avait un autre officier qui avait une fonction, ce qu'on appelle la fonction de com-sit, et qui lui avait plutôt en charge la sécurité de la logistique. Donc ces 100, je ne sais plus combien j'en avais exactement, entre 120 et 150, étaient des combattants. Alors effectivement, vous en avez toujours un peu que vous laissez pour garder, même si j'ai dû faire un peu autrement au fur
fur et à mesure de l'évolution de la situation sur place. Mais c'était l'unité combattante. Voilà. Ce qui est finalement assez petit pour une ville comme la ville de Kidal, pour la zone que j'avais à mon compte. Je m'en rends pas bien compte. Ça fait la ville de Kidal. La ville de Kidal, alors elle est à peu près à 30-35 000 habitants. Je crois qu'elle fait quelque chose comme 7 km sur 6 ou quelque chose comme ça. Et on est à peu près 350 km de Gao, ce qui fait bien 2 jours de convoi quand ça se passe bien, voire plus, ce qui est la distance Paris-Nantes en fait. Hein. Donc disons que j'opérais en sachant que mes premiers renforts étaient à Nantes si j'étais à Paris ou à Paris si j'étais à Nantes, et à un peu plus d'1 heure, 1 heure et demie d'hélicoptère, je crois à peu près. C'est ça en fait qui crée un sentiment de faut tenir avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut, et avec ces moyens-là, calculer au plus juste, parce que encore une fois le chef a besoin des autres de son effort ailleurs. Il faut tenir ce couvercle comme on le peut, et à un moment donné où la situation commençait tout doucement à déraper, mon prédécesseur que j'ai enlevé commençait à le voir venir. Il était très fin dans sa façon d'analyser les choses, avec un certain nombre de signaux faibles, et mon chef de corps l'avait senti avant aussi. Mais c'était intéressant parce qu'il m'avait dit notamment, et ça m'avait marqué avant de partir, il m'avait dit tu feras bien attention parce que c'est une des premières fois où le IGS ne s'est pas régénéré pendant la saison des pluies. Parce qu'il faut savoir qu'on se battait contre le IGS et on se battait contre le RVM, mais les deux se battaient ensemble aussi. Il y a même une petite blague qui circulait à ce moment-là, qui était de se demander qui de nous ou d'eux se faisait le plus mal, en fait. Est-ce que c'était nous qui étions les plus efficaces ou eux-mêmes entre eux ? Et donc, il m'avait dit, et c'était extraordinaire comme il avait vu juste à ce moment-là, il m'avait dit, donc, si jamais le IGS est très affaibli, le RVM se cherchera d'autres cibles. Et forcément, tu fais partie du lot. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. C'est-à-dire ça a plutôt dérapé dans mon secteur et en premier. Et alors ça a dérapé comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ça a dérapé de façon encore une fois c'est intéressant parce que ça a dérapé avec une forme de on a eu une impression de dérapage progressive. Je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que mon prédécesseur... C'est ce qu'on appelle un dérapage. Pardon ? C'est ce qu'on appelle un dérapage. C'est ce qu'on appelle un dérapage, c'est ça, mais à petite vitesse. Ouais. Je sais pas comment le dire. C'est-à-dire que mon prédécesseur avait eu une mission extrêmement calme, mais vraiment très calme. Je crois, il m'avait dit en partant, la seule fois que l'alerte ce qu'on appelle l'alerte IDF, l'alerte de tir indirect, c'est-à-dire une alarme qui se déclenche quand un obus ou un missile va nous tomber dessus, il s'est déclenché une fois et c'était un court-circuit, enfin c'était un accident. Donc ça m'a fait peur, mais c'est tout. Donc très calme, pour lui à Kidal en tout cas. Alors très calme dans les conditions de la contre-insurrection, il a quand même perdu 3 hommes sur son mandat à Thessalite qui ont sauté sur une mine. Donc très calme, mais escadron endeuillé tout de même. Ça est une manifestation assez intense aux portes du super camp, parce que le camp français était intégré dans un camp de la mission des Nations Unies au Mali. Et il m'avait dit, écoute, méfie-toi, il nous est rien arrivé, on s'est baladé dans les rues, on a patrouillé, ça s'est très bien passé, les hommes étaient très calmes, parfois même certains avaient presque un peu trouvé, ils avaient témoigné auprès de mes propres hommes que ça avait peut-être été même un peu trop calme par rapport à ce à quoi ils s'attendaient. Mais lui sentait que ça remontait en puissance, qu'il allait se passer quelque chose. Et puis autre chose aussi, on le sent pas forcément quand on parle de l'Afrique, mais eux avaient plutôt eu un mandat de saison des pluies, et pendant la saison des pluies, il est très difficile de se déplacer. Donc du coup, nous manœuvrons peu, mais l'ennemi manœuvre peu aussi. Et il avait vu juste parce que on a senti effectivement cette tension monter, et puis on a commencé à se faire tirer dessus dans les rues par tout petits coups, par petits harcèlements, mais alors que ça faisait un moment qu'on n'avait pas tiré dans les rues de Kidal sur Barkhane directement. Donc ça a commencé le premier TIC, Troop in Contact, le premier accrochage qui a eu lieu. C'était un de mes pelotons qui était allé donner du matériel scolaire dans une école du nord de Kidal. Et il s'avère que pendant cette opération, un VAB avait eu une panne assez légère, mais il avait fallu le tracter sur le retour. Donc le chef de peloton mène l'opération, un adjudant très expérimenté. Et puis sur le retour, et je dois reconnaître que ça nous a tous surpris, il tracte le VAB, il rentre, et là, il se fait accrocher par l'arrière. Il se fait rafaler pour un peu en mode entre le harcèlement et l'embuscade. Et il y a une mitrailleuse qui a tiré à ce moment-là aussi. On n'a jamais bien vu les impacts, mais effectivement, j'avais autorisé un de mes soldats à prendre des vidéos pour voir ce qui se passait, et on entendait bien les tirs de mitrailleuse aussi.
Bon, alors on désengage tout ça en se disant, qu'est-ce que c'est que cette montée de tension tout d'un coup? Bon, on désengage très correctement, avec la présence d'esprit d'un de mes maréchaux des logis, donc l'équivalent c'est un sergent de la cavalerie, un maréchal des logis, qui a eu la présence d'esprit donc qui a vu les tireurs, de très jeunes tireurs, parce que faut savoir que c'est un ennemi qui a pas beaucoup d'honneur dans ce domaine-là. Il paye pour qu'on se fasse engager, et il paye des enfants parce que les enfants ont faim, donc ils prennent de l'argent pour tirer. Donc c'était des très jeunes tireurs, adolescents, et qui ont accroché l'arrière du peloton en se mettant devant un marché qui était qui était actif. Et mon maréchal de logis, père de famille, a eu l'excellent réflexe de ne pas leur tirer dessus directement en les voyant, parce que sinon il aurait sûrement tué des civils derrière. Et vous imaginez, si on commençait le mandat, on était arrivé depuis 2 ou 3 semaines, je crois, si on commençait en tuant des civils sur un accrochage, bien qu'on aurait été dans notre bon droit, ça commençait mal, quoi. Et donc il a eu le réflexe de tirer au pied des tireurs pour les faire désengager, et puis de faire rompre le contact, parce que quand vous traînez un VAB à la ficelle parce qu'il est en panne, vous attendez pas trop sur place, vous n'avez pas une grande mobilité tactique. Voilà, donc tout ça, des motos qui poursuivent l'intégralité du convoi, enfin bon, une grosse montée de tension, tout le monde revient vivant. Il y a des motos qui viennent à côté de vous. Il y a aussi des motos qui viennent. Et c'était un moment donné où moi j'étais dans le camp, mais qui était à 500 mètres de l'entrée de la ville ou quelque chose comme ça. Donc je continuais les comptes rendus radio, et enfin j'écoutais les comptes rendus radio, et il y avait des motos qui suivaient, mais dans la poussière, dans l'excitation, dans les grandes mesures de sauvegarde que prenait le peloton, on n'arrivait pas à voir si ces motos étaient armées ou pas, mais elles poursuivaient le convoi. J'avais un drone au-dessus qui, pareil, avait pas une définition suffisante pour bien voir. Donc à un moment donné, j'ai fait tirer des obus de mortier éclairants juste au-dessus de leur tête, juste pour calmer un peu tout le monde, et puis que donc la poursuite s'est arrêtée, ils sont rentrés, on a fait le point. Et c'était le premier accrochage qui a eu lieu. Il y en a eu par la suite 4 autres, et une attaque au mortier sur le camp, avec en plus, simultanément à l'attaque de mortier, une attaque des positions de la MINUSMA, donc de la force des Nations Unies qui était autour de nous, direct sur leur poste extérieur. Donc une très grosse montée de tension concentrée en 2 mois. Donc c'est des attaques à l'arme légère, à part les tirs de mortier. Voilà, c'est ça, voilà, du harcèlement. Un harcèlement, alors c'est quand on y pense après coup, c'est assez léger. Ça se compte par petites rafales contre les blindés, contre la troupe débarquée, contre moi une fois quand j'étais débarqué notamment. Mais ça crée une espèce de sentiment d'insécurité totale. Et là, vous avez 2 choses à éviter. D'une part, vous avez évidemment de ne pas vous faire blesser ni tuer pendant le contact, parce que dans une ville de 30 000 habitants, quand vous êtes 120 et que vous déployez 30 à 40 mecs dehors d'un coup, c'est pas vous qui avez l'initiative de l'engagement, déjà parce qu'on n'est pas là pour tirer sur n'importe qui, et puis on peut pas fouiller chaque maison de chaque recoin donc du coup il faut commencer par savoir se protéger, être très vigilant, et ensuite il faut faire attention à la manière dont on riposte, parce que il s'agirait pas de s'exciter et de ne pas avoir la discipline des feux qui fait que en pleine zone urbaine on fait attention à ce qu'on fait, parce qu'il y a des enfants et des femmes et tout simplement des hommes qui n'ont rien à voir là-dedans qui y vivent. Oui, et puis 3e travers aussi, j'imagine, c'est de plus sortir et de plus, Tout à fait. De plus faire la mission qui est quand même de marquer la présence, qui est de s'assurer que c'est pas les djihadistes qui prennent le contrôle de la ville, etc. quoi. Exactement, tout à fait. Ouais. Et moi, ça a été mon premier réflexe, et ça a été du coup le deuxième contact qu'on a eu, le deuxième accrochage qu'on a eu, ça a été quand j'ai vu donc le peloton de cavalerie se faire harceler dans le dos comme ça, c'est de dire on y retourne tout de suite au même endroit, parce qu'il faut tout de suite montrer qu'on ne lâche pas le terrain. On pourrait avoir un réflexe effectivement de se dire oui, bon, si on reste dans notre base, il n'y a pas de problème. Mais en fait, si on reste dans la base, qu'on ne contrôle rien, qu'on n'est jamais présent, on finit par avoir un ennemi qui se renforce avec de l'armement plus lourd, et à la fin, on perd complètement le rapport de force, quoi. Donc, des harcèlements, et puis ça a culminé un jour ? Alors, il y a eu... Ça a été assez surprenant. Il y a eu des harcèlements et une attaque au mortier qui avait été simultanée entre donc ma position Kidal, là où était le colonel Gao, et une position ailleurs à Menaka, où était un de mes camarades capitaines. Ça a été le gros morceau quand même. Donc c'est un peu gros pour une coïncidence. Oui, non, c'était pas une coïncidence. C'était évidemment une action très coordonnée du RVIM. Mais pour y gagner quoi ? Parce que c'est comment dire ?
peut imaginer qu'ils font une attaque coordonnée pour que les soutiens, les appuis, par exemple aériens, puissent pas se placer sur les 3 en même temps, etc. Mais en fait, ils n'allaient pas prendre le camp. Enfin, c'est du harcèlement, quoi. Non, c'est tout à donc fait. à quoi ça sert que ce soit simultané Alors, j'étais pas vraiment dans leur tête. Ouais, ils n'ont pas appelé pour vous dire. Non, malheureusement, ils m'ont pas. Je sais pas si j'aurais fait différemment, cela dit, mais est-ce qu'il y avait un enjeu de crédibilité du mouvement local? Parce qu'ils attaquaient sur 3 zones. La mienne était originellement leur zone. C'était moins le cas de Gao, c'était moins le cas de Menaka. Est-ce qu'il y avait une façon de marquer le coup, de se rappeler à notre bon souvenir, de marquer la force de leur mouvement à ce moment-là, ou même simplement j'étais capitaine, donc j'étais très éloigné des négociations de relations internationales qu'il pouvait y avoir. Est-ce que c'était dans une phase de négociation particulière dont j'ignorais l'existence pour peser? Je ne sais pas trop. Est-ce que c'était pour nous stresser? Est-ce que c'était pour nous empêcher de sortir? Ça, moi, je l'ai beaucoup cru à Kidal, pour les laisser tranquilles, pour les laisser faire leur trafic, pour les laisser gagner en influence, et puis pour comment dirais-je, nous faire peur aussi aux forces armées maliennes qui réinvestissaient tout doucement à ce moment-là le nord du Mali, parce que c'est une zone dont ils avaient été chassés et dans laquelle ils étaient encore très très mal vus. Bon, donc mystère. Mais donc l'attaque de mortier, c'est quoi? C'est le summum de ce que vous avez pris à ce moment-là? Ça a été Non, on a encore eu un accrochage après qui était un peu plus impressionnant, parce qu'ils s'en sont carrément pris à mes fantassins, qui avaient donc des véhicules de l'avant blindé, des VAM, qui sont quand même des véhicules plus gros et plus costaud que le VBL. Et là, sur le dernier accrochage, le dernier harcèlement, je ne sais pas comment l'appeler, ils ont attaqué directement le point d'appui des véhicules. Ils ont tiré sur les blindés, quoi. Ce qui est quand même... Là, il faut y aller parce que c'est... Bon. Et encore une fois, comme ils le faisaient très rapidement en sortant de ruelle, en rafalant ce qu'ils pouvaient et en rentrant, le temps que la section y retourne en courant derrière eux, riposte pour s'appuyer, vous avez un truc très évanescent qui disparaît. Peut-être que le moment le plus culminant, c'était l'attaque dans laquelle j'étais moi, pour le coup, impliqué, où là, ça a été une attaque simultanée, à la fois de mon détachement qui était complètement au nord du village, et de la force de réaction rapide que j'avais déclenchée pour me dégager du nord. Donc c'est-à-dire qu'ils m'ont attaqué moi au nord, ils ont attendu que ma force de réaction rapide sorte, et là, ils l'ont attaqué pendant qu'elle sortait au sud de Kidal. Donc là, ça commençait à être coordonné, et puis ça commençait aussi à me mettre un peu pas en difficulté, mais à me poser un problème tactique, parce que là, il commençait à tirer sur tout ce que je sortais, quoi. Encore une fois, qu'avec du harcèlement. J'ai pas eu un seul blessé par balle, j'ai eu quelques blessés psy et ce genre de choses, et quelques impacts, mais suffisamment pour réfléchir à comment réengager les patrouilles, voire le combat, avec un mode d'action un peu différent. Ce qui m'a été ordonné d'ailleurs peu de temps après. Et donc ça a débouché sur quoi? Comment vous en êtes sorti? Alors, ça a aidé... J'ai effectivement changé mon mode d'action. J'ai eu beaucoup de chance, parce que c'est à la fois une grande tradition de la cavalerie, et puis c'est aussi beaucoup dans l'esprit de l'armée de terre. C'est le commandement par intention. Le chef d'état-major de l'armée de terre en parle beaucoup en ce moment, mais c'est quelque chose je trouve qu'on a un peu dans le sang, c'est-à-dire un grand esprit de subsidiarité. Moi, je vous l'ai dit, mon colonel, il était à 350 km de là, il avait plein de choses à faire d'autres que de s'occuper de Kidal, et on le comprend bien parce qu'il avait la zone des 3 frontières à gérer. Et donc il m'avait dit, c'est ta zone. Le chef opération m'a dit pareil, c'est votre zone. Donc vous la connaissez. Vous n'avez toujours que 150 pax, mais on a toujours que 150 pax. Vous faites ce que vous voulez. Mais vous faites ce que vous pouvez. Et encore une fois, quelque part, c'est aussi la beauté de la mission. C'est-à-dire, on a un couvercle à mettre, puis on va le tenir. Et de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement. Et on pouvait toujours dire, mais il me faut 4000 hommes. Il n'y en a pas. Voilà. Et ils ont autre chose à faire, surtout. Et du coup, on a créé un système on a créé une opération qu'on avait appelée Calonne, en hommage à un combat de tranchées que mon escadron avait mené pendant la Première Guerre mondiale. On avait créé un système de box fermé, donc de boîtes dans la ville, en permanence survolé par des drones, avec un butoir, donc c'est-à-dire 2 ou 3 véhicules que j'avais mis en bout d'un secteur pour bloquer les déplacements. Une infanterie qui ratissait d'un poids jusqu'à ce butoir, un petit système de mini-drones et de nano-drones qui survolaient l'intégralité de ce micro-champ de bataille qu'on se créait dans la ville, et une petite patrouille, c'est-à-dire 2 VBL de cavalerie, qui se déplaçaient de façon complètement aléatoire,
à l'intérieur de ce rectangle qu'on créait, en fait. Ce qui permettait à la fois d'avoir un effet de masse sur le terrain, parce qu'on prenait un petit secteur, mais on y allait en nombre. Un petit effet de sécurité pour nous, parce qu'on avait un drone toujours au-dessus de la tête. Et un effet de surprise avec la patrouille de cavalerie qui orientait les choses. Et puis ce qu'on essayait de faire aussi, c'était de faire voler un plus gros drone avant dans un autre secteur ou dans le bon secteur pour essayer de brouiller l'ennemi sur le prochain quartier qu'on allait aborder. Alors c'est une opération... Quand ça culminait dans les attaques, j'ai proposé ce mode d'opération en me demandant s'il allait être accepté par le colonel, qui m'a dit en avant. Et là, on s'est dit, bon, là on y va vraiment, donc on risque de faire des tués, d'avoir des tués. J'ai un souvenir particulier du moment où mon adjudant d'escadron avait refait une distribution de sacs mortuaires dans les véhicules, ce qui vous marque un peu, parce que quand vous embarquez un sac mortuaire dans votre véhicule, vous ne savez pas trop si c'est pour le type que vous allez avoir ou si c'est pour vous. Et puis finalement, cette espèce de démonstration de force qu'on a faite à peu près au bout de 2 mois a calmé le jeu. Alors je dois reconnaître qu'en toute humilité, j'ai jamais très bien su si c'était moi ou autre chose, mais à partir du moment où on a monté ces opérations qui étaient qui donnaient une impression de déploiement assez massif, eh ben on a eu des moments de tension où ça risquait de déraper, notamment quand ils testaient le dispositif. Ils testaient, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils rafalaient encore? Non, alors justement, ils se sont pas risqués à ça, mais ils faisaient quelque chose qui était très impressionnant. On avait des renseignements disant qu'il pouvait y avoir notamment ce qu'on appelait des VBIED, des véhicules suicides avec de l'explosif à l'intérieur. Et ce qu'ils faisaient, et il y a une fois, je crois, où ils l'ont fait, c'était très impressionnant. Je le dis en souriant aujourd'hui, mais je souriais moins à ce moment-là, où ils faisaient foncer leurs véhicules sur nos véhicules et freinaient jusqu'au dernier moment. Enfin, ils freinaient au dernier moment. Donc, ils créaient une situation de grande tension. Donc, dans ce cas, on a des procédures qui ont été respectées à la lettre et c'est heureux parce que du coup, on n'a jamais fait un blessé pour rien ou quoi que ce soit. C'est ça, les procédures, c'est pas vous faites du gruyère avec la bagnole. Non, voilà, c'est ça. Non, on est là-dessus, on fait attention à ce qu'on fait. D'autant qu'encore une fois, c'est ce que je disais au début, 30 à 35 000 habitants contre 150 personnes, si ça dérape et que la population devient complètement contre nous parce qu'on fait une bêtise, bon, c'est fini, quoi. Et donc, on fait d'abord des grands gestes, et ensuite on tire en l'air ou au pied, et puis si ça suffit pas, on tire dans le moteur. Et puis si ça suffit encore pas, on tire sur les occupants. C'est allé jusqu'à une fois d'ailleurs où un de mes tireurs 12-7 a balancé une balle de mitrailleuse 12-7 dans le moteur. Pour le coup, là, il leur a fallu un dépanneur parce que ça pouvait... Mais il y a une fois très impressionnante notamment où là on a vu un peu l'espèce de... Je sais pas comment dire ça, de hargne un peu de notre ennemi. C'est un véhicule qui a foncé vraiment sur un barrage. Je crois que ce sont mes sapeurs qui ont arrêté le véhicule en tirant dans le moteur. Et les 2 occupants sont sortis en rigolant et sont partis en courant. Donc ils étaient ils avaient la volonté de nous tester vraiment. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'ils ont fait. Pas tellement plus. Et est-ce que c'est notre force, la force qu'on a démontrée? Est-ce qu'on a montré qu'on ne lâchait rien? Ils ont lâché l'affaire sur le reste du mandat. Et à la toute fin du mandat, on a même fait des patrouilles sur un mode beaucoup plus léger. Très surpris que les gens viennent nous fassent des coucous dans les marchés, ce genre de trucs, quoi. Donc on est redescendu derrière, quoi. Et à la fin, vous n'en avez toujours jamais croisé un, quoi? Alors on a jamais. La seule fois où on pensait en avoir. Enfin, je pense qu'on en a neutralisé 2. C'était sur un tir en mouvement d'un VAB, la fameuse force de réaction rapide, et du coup on n'a jamais pu aller ce qu'on appelle aller au résultat, c'est-à-dire contrôler ce qu'on fait. Non, on a vu que des silhouettes à chaque fois. Celui qui m'a accroché moi, qui m'a tiré dessus moi, j'ai très vaguement vu une silhouette. Mais c'était encore une fois très particulier parce qu'on était face à un ennemi que j'arrive pas à qualifier d'autrement que d'évanescent. Bien là, parce qu'on entend les balles siffler, ça tire, on le sait, on entend les coups de feu, mais extrêmement difficile à saisir. Et au final, donc, vous avez jamais vraiment compris les tenants et les aboutissants de ce qui se passait là où... Enfin, vous avez tenu le couvercle, mais ce qui se passait dans la casserole... On a tenu le couvercle. Ce qui se passait dans la casserole, on l'a jamais bien su. Quand j'ai eu des informations, soit elles étaient d'une nature tellement confidentielle que de toute façon, je peux pas en parler à ce micro. Mais il y avait quand même une forme d'incertitude sur est-ce qu'on avait une démonstration de force du mouvement pour affirmer sa présence dans la zone. Est-ce qu'on était sur une volonté de faire très peur aux forces armées maliennes qui commençaient leur déploiement dans la zone, y compris en s'en prenant à nous.
Non, j'ai eu du mal à comprendre quel était. Je savais très bien où était l'effort de mon régiment, mais j'ai mal compris où était leur effort à eux, effectivement, oui. Et maintenant, je sais pas, vous suivez encore ce qui s'y passe ? Beaucoup moins maintenant, alors parce que c'est un secteur qu'on a désengagé. Vous vous dites pas, tiens, les mecs de Wagner, ils ont pris une option différente. Alors si, il y a une petite, si, quand j'ai vu, ça a été compliqué pour eux dans cette zone-là. Bon, alors, effectivement, je dois reconnaître qu'il y a une part très personnelle de moi avec un peu d'orgueil qui a dit bon, j'ai mieux tenu avec 120 gars sans faire n'importe quoi que d'autres. Non, j'ai vu que c'était encore compliqué pour l'armée malienne d'aller dans ces secteurs-là parce que c'est un secteur qui est quand même historiquement de sécession, enfin sécessionniste. Mais non, il y a une part de moi qui a plus trop envie de savoir ce qui s'y passe, je dois dire, parce que il y avait un côté un peu singulier. Enfin, ça aurait été dans un film, on aurait pu le présenter de façon. C'était une ville qui m'a un peu fasciné quand même, parce que 5 mois à la prendre de long en large, à connaître les noms des quartiers par cœur, à les ratisser dans tous les sens, tout en ayant une certaine peur qu'on doit maîtriser parce qu'on commande des hommes en y allant. Non, je n'ai pas tellement cherché à me renseigner plus après. J'ai juste demandé à mon successeur comment ça s'était passé. Et lui il vous a dit, bon, c'était la saison des pluies. Donc... Non, alors il n'était pas à la saison des pluies, ça aurait pu, mais non, lui, il a eu un mandat un petit peu différent parce qu'en fait, alors, encore une fois, je dis on avait calmé le jeu. Je pense que notre action a fait quelque chose pour vraiment calmer le jeu. C'est aussi un peu la frustration de la mission de couvrir. C'est-à-dire que vous êtes là pour empêcher une action. Vous n'êtes pas là pour comprendre ce qu'elle fait. Vous êtes juste là pour qu'elle ne perturbe pas le dispositif principal. Mais on a calmé le jeu. Du coup, comme j'ai été succédé aussi par un capitaine qui était un très bon tacticien, très futé. Et du coup, il a changé le mode d'action derrière. C'est-à-dire, il s'est dit, bon... mon prédécesseur Olivier, il a bien ratissé partout, il est passé partout dans les rues, machin et tout. Maintenant, je vais faire une cocotte. Enfin, je vais refaire un cercle à l'extérieur de la ville. Et lui, il a beaucoup plus accentué sur les contrôles. Il vérifiait ce qui rentrait, ce qui sortait, estimant que la ville, finalement, on avait plus ou moins repris l'ascendant dans le sens où, à la fin du mandat, et ça, c'était une vraie victoire. Quand on est parti, bon, on avait eu ni mort ni blessé. À la fin, on avait vraiment une liberté de manœuvre en s'allégeant, c'est-à-dire on se sentait beaucoup plus libre de nos mouvements à l'intérieur, quoi. Donc j'estimais que là-dessus, on avait réussi notre boulot. Merci beaucoup, commandant. Je vous en prie.